Bienvenue sur Radio Sport. Aujourd'hui, on va parler d'une marque emblématique du rallye, mais pas que, une marque venue du Japon. Il s'agit de Subaru. Je suis Anthony Drevet et on entre tout de suite dans notre motorhome. Motorhome, vous le savez, c'est votre émission consacrée aux coulisses des sports mécaniques, que ce soit 2 ou 4 roues. Eh bien, on va s'intéresser à toute l'histoire du sport et on va aller aussi, à la recherche d'informations, de statistiques. Et pour parler aujourd'hui de Subaru, j'ai le plaisir de réunir sur le plateau plusieurs très beaux invités. On aura également en visio un double champion d'Europe des rallyes. Mais avant cela, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Guignot, président donc de Subaru France et directeur général en tout cas de toute l'entité. Émile Frey, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, on va parler de Subaru Europe, Subaru France et de tous les nouveaux modèles aussi qui vont arriver. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver justement dans les prochains mois en France, justement sur de la gamme électrique. Et on va bien sûr parler de tout cela. On va parler aussi de l'histoire de Subaru en compétition avec un spécialiste, ancien rédacteur en chef de échappement et échappement classique. C'est William Pack. Bonjour William. Bonjour. Merci beaucoup de ta présence. Merci de l'invitation. On va parler de Subaru. C'est une marque qui t'a marqué d'ailleurs. Oui, tout à fait. Elle a accompagné mes années à échappement puisque je suis arrivé à échappement en tant que rédacteur en chef en 1993. Lancement de l'Impreza et donc voilà, et tout ce qui s'en est suivi avec Colin McRae et tous les champions et Simon Jean-Joseph en France. Donc plein de choses vécues et qui m'ont marqué effectivement. Alors, tu parles de Simon Jean-Joseph, c'est de lui dont on parle aussi, qui sera en visio avec nous tout à l'heure. Donc, on aura la chance d'avoir un double champion d'Europe qui a vécu l'épopée Subaru, qui a roulé en France, qui a roulé en championnat du monde, également WRC. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, on a une petite voix également, Maître Capello, ça va ? Bonjour tout le monde. T'es prêt à parler Subaru ? Alors, figure-toi, je connais très peu la marque, sauf sur un jeu vidéo. Ah voilà, alors ça fait partie de la culture populaire, tu vois. Donc on va parler également de V-Rally, puisque c'est de ce jeu dont on parle aussi, et de Colin McRae. Donc on va parler de plein de choses avec Subaru. Il y en a qui sont là, des voitures, il y en a devant, il y en a partout en fait. Voilà, on va plonger dans l'univers de Subaru. C'est tout de suite, c'est dans Motorhome, vous le savez. Donc on entre tout de suite dans le Motorhome. Venez avec nous. L'histoire de Subaru. Alors on va commencer, Pierre, avec la création tout simplement. Subaru, une marque qui est devenue mythique grâce notamment au sport mécanique. De quand date la première création, j'allais dire, de Subaru ? Années 50, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais avant de répondre à ta question, est-ce que vous savez ce que veut dire Subaru ? Alors, je crois que je le savais, mais... en japonais, bien sûr. En japonais, évidemment. Alors, je vais reprendre mes fiches parce que maintenant, c'est un amas d'étoiles, c'est pas ça ? Constellation. C'est ça, donc d'où le logo. Et effectivement, marque au-delà de la constellation, et c'est une belle image quand même quand on est dans l'automobile. Subaru, il y a la voiture, mais aussi l'aéronautique, hélicoptère, ainsi de suite. Donc c'est une grosse activité au niveau mondial. Mais avant ça, c'est aussi une volonté du gouvernement japonais à l'époque pour aller intervenir sur des lignes à haute tension. Au nord du Japon, il y avait beaucoup de neige. Et donc le gouvernement est allé voir ses ingénieurs dans le pays et a dit: est-ce que vous pouvez pas me créer une marque, en tout cas un moyen de locomotion pour aller opérer sur ces lignes haute tension, dans la poudreuse. Et là est née l'ingénierie Subaru. Donc on parlera peut-être un peu plus tard du 4 roues motrices et de la transmission et des châssis. Mais cet héritage d'ingénieur, en tout cas cet ADN d'ingénieur chez Subaru, vient d'une demande à un moment de l'État pour un besoin de la société. Et on retrouvera aussi cette dimension sociétale, notamment en Amérique du Nord, parce qu'en fait ça n'a jamais lâché la marque. Et aujourd'hui, Subaru est la marque la plus, on va dire, engagée dans la défense des parcs nationaux, de l'environnement, devant d'ailleurs
toutes marques confondues, c'est-à-dire pas que des marques automobiles. Et donc ça aussi, c'est à noter parce que je pense qu'il y a un côté pionnier et puis un côté aussi durable dans l'histoire de Subaru. Et voilà. Et pour revenir à la date, en fait, l'histoire ne s'arrête pas parce qu'on est dans les années 50 et on est en 2025 et on parle toujours de Subaru. Et encore plus aujourd'hui en Europe avec ce retour électrisant, on va dire. C'est vrai. J'aime bien le slogan Confidence in Motion, qu'on a l'habitude de dire aussi. Mais il y a également la possibilité d'être passionné, drive what you love. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est l'ADN de Subaru, en fait. C'est ça. Après, dans cette première partie, on va en parler parce que c'est la passion du sport automobile et la passion de la voiture tout court. Et c'est vrai que, je vais me qualifier quand même de jeune génération encore, hein, j'ai le droit. Voilà. Les années 80, et c'est vrai que quand je suis arrivé à la tête de Subaru il y a maintenant 18 mois en tant que président de Subaru France, on va en parler, mais Colin McRae, la voiture de la gendarmerie, WRX, les jantes en or, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui sont allées sur ces codes-là et finalement Subaru le porte naturellement, comme le bleu d'ailleurs, ce fameux bleu Subaru. Donc il y a quand même des codes qui ont marqué l'histoire de l'automobile et ça fait du bien finalement au 21e siècle dans cette trajectoire un peu de révolution industrielle pour l'automobile, de se raccrocher à des codes finalement de plaisir. Et on a eu l'occasion, en tout cas dans ces 18 derniers mois, moi j'ai eu la chance d'aller au Japon plusieurs fois, rencontrer les ingénieurs, essayer les nouveautés, comprendre un peu comment cette marque vit de l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de jusqu'au boutisme de l'ingénierie. Et à tout moment, tout est fait en fait pour le plaisir de conduire et revenir sur la base de ce que font le mieux les Japonais en général, c'est-à-dire la maîtrise de la technologie est parfaitement maîtrisée en plus. Donc c'est vrai que c'est un bonheur de représenter cette marque et c'est encore plus un bonheur de la relancer. On peut parler de relance quand même, parce qu'en France, on a été malmené malheureusement de ces dernières années par la réglementation sur les moteurs thermiques. Donc voilà, donc c'est un virage, mais c'est un virage que prend Subaru en Subaru, donc c'est plutôt bien. Et puis surtout des virages avec Subaru, généralement on les prend serrés et on reste collé à la route. Donc, on est d'accord, voilà. Effectivement. Merci pour cette présentation, Pierre. On va revenir évidemment sur les modèles emblématiques et notamment un, parce que William, qu'est-ce qu'elle t'évoque cette marque Subaru ? Est-ce que c'est l'Impreza ? Est-ce que c'est la Legacy ? Est-ce que c'est la WRX ? La réponse est facile, c'est l'Impreza. Évidemment, comme pour beaucoup de monde, c'est une voiture qui a vraiment marqué son époque. Quand on l'a vu arriver à la Legacy, c'était une voiture qui avait des résultats, mais qui n'était pas encore au top. La voiture était un peu plus encombrante, un peu plus longue, et il y a eu un développement qui a été fait, puisque ProDrive, donc la société britannique de David Richards, a pris en charge le développement des voitures officielles. Assez rapidement d'ailleurs, oui. Dans l'histoire, dès l'engagement en 90. 90, oui, c'est ça. Subaru a conclu un accord avec ProDrive pour déplacer finalement le centre de compétition du Japon, où il y en avait un qui existait, STI, et travailler avec ProDrive, donc directement en Angleterre. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les Legacy ont eu des résultats. Il y avait déjà aussi des très bons pilotes, Mark Allen, Harry Vatanen, Colin McRae, qui faisait ses débuts, qui était champion d'Angleterre au volant d'une Legacy en 91, champion des rallyes. Donc après, évidemment, il y a eu le phénomène Impreza, phénomène qu'on a aussi vécu sur la route. Puisqu'en fait, c'est ça la particularité de cette voiture aussi, c'est qu'elle est arrivée en innovant dans un créneau routier qui n'existait pas, finalement, une 4 roues motrices performante au prix d'une GTI quasiment, ou un peu tranche supérieure, mais quasiment au prix d'une GTI, une 306 S16, je crois, valait à peu près le prix d'une Impreza, mais avec 4 roues motrices, plus de 200 chevaux, une efficacité redoutable, et en plus, en parallèle évidemment, de cet engagement en compétition qui a vraiment fait connaître la marque. Donc, on a vraiment senti un engouement de la part du public, mais aussi sur la route, puisque nous-mêmes, on essayait les voitures. On a même élu l'Impreza GT Turbo sportif de l'année en 1995. Donc, il y avait autant d'engouement sur le rallye que pour la version routière. Je rebondis. Il n'y a pas une anecdote, justement, 95, c'est la voiture, la sportive de l'année, et il n'y a pas le pilote également qui était élu ? Oui, parce qu'on avait donc 2 élections
à l'époque. Aujourd'hui, ne subsiste dans la formule actuelle que la sportive de l'année, mais on élisait aussi l'espoir de l'année. D'ailleurs, c'était antérieur. Ça datait de 1980. Chaque année, on choisissait ce qui était un pilote emblématique. Selon la rédaction, le meilleur jeune pilote de moins de 25 ans. Il fallait qu'il ait moins de 25 ans. Bon, donc, cette année-là, 1995, on a élu Renaud Poutot, qui venait de gagner le trophée Fiat Cinquecento Sporting. Donc vraiment une petite voiture, la plus petite voiture possible du rallye. Mais lui, il était de Valence, il adorait le Monte-Carlo, il en rêvait. Et quand il est venu nous voir au siège du groupe de presse à Saint-Cloud, il est venu avec son dossier de presse sur le bras en nous disant moi j'aimerais bien faire le Monte-Carlo avec une 4 roues motrices. Donc on était dans le bureau avec Michel Hommel, le patron, Olivier Quesnel, directeur général adjoint, qui deviendra en 2007 le directeur de Citroën Sport, puis ensuite de Peugeot Sport. Et Olivier Quesnel dit attendez, j'ai peut-être une idée. On est devant lui, il est à son bureau, il décroche son téléphone, il appelle Jean-François Pardet, qui était à l'époque le patron de Subaru France. Il dit voilà, j'ai un jeune pilote qui est espoir de l'année, il aimerait bien faire le Monte-Carlo avec une 4 roues motrices, est-ce que tu aurais une solution pour nous ? Jean-François Pardet dit OK, je vous rappelle dans 5 minutes. On était toujours dans le bureau. 5 minutes après, Jean-François Pardet rappelle, il dit écoutez, j'ai une Subaru Impreza Group N qui a fait le championnat de terre avec Sylvain Polo. Je vous la mets à disposition, vous vous chargez du reste. Donc en 5 minutes, on avait une voiture pour faire le Monte-Carlo. Mais on n'avait rien d'autre, on n'avait pas le budget, on n'avait pas les pneus, on n'avait pas le copilote, on n'avait pas l'équipe de maintenance. Enfin si, c'était l'équipe Eladet qui s'occupait de la voiture en championnat de terre. Donc évidemment, on allait travailler avec cette structure. Mais c'est vrai que tout s'est enchaîné très vite. On était début décembre, ce qui est déjà très tard, pour s'organiser pour un Monte-Carlo qui démarre en janvier. Il faut faire un peu d'essais avant, éventuellement, mais les reconnaissances. Enfin bon, c'était vraiment ric-rac. Mais on a réussi à monter l'opération. Igol, partenaire de Subaru, a fait un chèque. Renaud Poutot avait un partenaire personnel qui a fait un chèque. On a appelé Michelin. On a négocié les pneus en échange publicité. Et donc tout ça s'est passé en quelques jours. Et pendant les fêtes, on a continué à travailler et la voiture était donc au départ du Monte-Carlo à Reims. C'était la dernière année du parcours de concentration. Donc on partait de Reims et c'était donc l'espoir de l'année échappement au volant de la sportive de l'année échappement. La voiture était bleue, déco jaune et il y avait tous les logos, stickers, Renaud Poutot espoir de l'année, Subaru Impreza, sportive de l'année. Donc pour nous, c'était une opération magnifique et qui s'est conclue par une découverte pour Renault. Il n'avait jamais conduit de 4 roues motrices, sortant du trophée de Fiat Cinquecento, petite 2 roues motrices de 70 chevaux, quelque chose comme ça, en course. Et arrivant avec la 4 roues motrices, il a terminé quand même 2e du groupe N, ce qui était quand même une belle performance, malgré quelques petits problèmes de transmission qui l'ont retardé à un moment donné, mais qui finalement ont été résolus. Et donc, voilà, c'était une magnifique aventure que j'ai suivie dans la voiture d'assistance avec le patron de la structure Eladet. Donc, c'était vraiment, oui, ça, c'est un souvenir inoubliable. Je pense qu'on peut le dire, Pierre, ça donne des étoiles dans les yeux, finalement. Ouais, et puis en plus, ça me fait penser à pas si longtemps que ça, parce qu'il y a un superbe salon qui a lieu chaque année maintenant, porte de Versailles, qui fait revivre un peu les années Youngtimer. Et c'est vrai que dernière fois, on y était avec une autre marque, et c'est vrai que on retrouve cette génération de véhicules dont vous venez de parler, avec finalement des fans autour, et c'est marrant parce qu'ils ont toujours 25 ans, donc c'est rassurant. Et d'ailleurs, on le voit dans les après-ventes. C'est marrant ce qui vient d'être dit, parce que le parc roulant vieillit en France, on le sait, d'une manière générale. On est à 11,7 ans, je crois. Mais alors chez nous, c'est encore pire. Donc, c'est encore pire au sens où les voitures ne meurent pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et en fait, elles ne meurent pas, mais elles passent de main en main. Et en fait, ils sont de plus en plus jeunes. Et donc, en fait, ce plaisir qui vient d'être décrit sur la transmission intégrale, sur les Impreza, et sur d'autres modèles sont intacts, parce qu'en fait notre réseau aujourd'hui au niveau de la prévente voit cette clientèle toujours venir fidèle, bien sûr, parce que ils viennent chez Subaru entretenir leur Subaru. Donc voilà, c'est pour le petit clin d'œil, mais je crois que le rallye fait finalement ces années rallye, et on parlait de jeux vidéo tout à l'heure. Il y a un vrai retour, en tout cas, je pense au plaisir dans la mobilité, en tout cas de ne pas tomber dans le côté fade et revenir sur un peu plus d'aspérité malgré l'électrification. Enfin, je veux dire, c'est pas incompatible, et c'est ça, je trouve ça intéressant plutôt de prendre cet angle sous l'angle de la technologie
plutôt que finalement se retrouver avec des voitures qui ont à peu près toute la même forme et à peu près tout le même comportement routier. Donc c'est assez intéressant justement de voir que ces marques-là font l'effort de l'exercice. Et voilà, et quand c'est exécuté par Subaru, qui a été élu, d'ailleurs, je rappelle, marque la plus fiable au monde 2024, Consumer Report. Donc c'est quand même aussi un bel hommage à rendre aux ingénieurs. Ça, c'est vrai. Voilà. T'en prenais soin, toi, des Subaru sur tes jeux vidéo, Maître Capello? Je suis pas sûr. Ah, mon mince. Mais tu sais que j'ai cru lire, vous me dites si je me trompe, que Subaru, ça veut aussi dire se réunir. Si je me trompe pas. Alors, je vais pas vous contredire. Moi, je suis plus sur la constellation, d'où le logo, mais je vous crois. Et du coup, on peut se mettre en double fil sans culpabiliser. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Ça, je sais pas si c'est recommandé. En tout cas, on se rend compte que l'ADN quand même de recherche, l'ADN de la compétition, ça a toujours fait partie de Subaru. Alors, c'est vrai que récemment, Subaru maintenant revient par intermédiaire d'un engagement avec le World Superbike. Ça a été quand même un point fort, j'imagine, pour la marque, en termes de reconnaissance, le fait de faire partie de compétitions auto. Oui, définitivement, mais c'est vrai que, et c'est pas anodin, je pense, de revenir sur le WSBK dont vous faites allusion, donc le World Superbike. En plus, dans ma carrière, moi j'ai eu la chance de passer 17 années, on va le dire, on a le droit, chez travailler pour Honda. Donc, on dit tout. Non seulement j'ai l'expérience, je pense, des marques japonaises, mais en plus d'une marque japonaise qui est aussi présente en moto et que je retrouve d'ailleurs sur le WSBK, c'est pour ça que j'en parle, parce que finalement, je trouve ça très osé et très intelligent de la part de Subaru finalement d'être allé à la rencontre de ce monde-là, parce que ce sont des passionnés et penser que des motards sont pas passionnés par des deux roues, sont pas passionnés par des quatre roues, c'est une erreur. Et il y a ce côté sportivité, bien évidemment. Alors, en plus, le safety car dont on fait allusion aujourd'hui, c'est le seul terrain, va évoluer bien sûr dans le temps parce que le partenariat est sur une longue durée. C'est un partenariat européen. En plus, ça nous permet d'évoluer sur les circuits européens parce qu'on a la chance de pouvoir justement évoluer avec ces Subaru-là pendant les séances fermées sur circuit. Donc, il y a une réelle expérience en plus qui est ouverte à des prospects clients et au réseau. Donc, il y a une vraie logique de partenariat. C'est pas purement juste un safety car pour mettre un safety car. Oui. Il y a toute une approche derrière. Il y a un investissement de Subaru au niveau Europe, au niveau du motorhome, de l'animation. Voilà, donc c'est très intéressant. Nous, on a fait il y a pas longtemps Manicourt. C'était il y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de septembre. Et c'est vrai que énormément de monde sont là. Et il y a plus de sourires et de questions que de railleries. Donc c'est que ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Voilà. Exactement. Et puis nous, les motorhomes, on aime bien, justement, parce que c'est l'émission dans laquelle on est. Et puis on parle de passion et on a le plaisir de retrouver un double champion d'Europe avec nous qui a bien connu Subaru. Bonjour Simon Jean-Joseph, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Merci d'être présent avec nous. On va parler de l'histoire de Subaru et tu as fait partie de cette histoire justement. Tout de suite, première question. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la marque Subaru? Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, tu as gagné un nouveau rallye avec cette marque justement. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente d'abord de beaux souvenirs, une très belle aventure, et puis plein de beaux résultats qui m'ont permis ensuite de passer un cap et d'aller en championnat du monde des rallyes. Ça a été toute une très très belle période avec Subaru France, avec Silty Sport, l'équipe de Paul Bernard à l'époque, et puis plein de copains, plein de gens fort sympathiques, et puis évidemment l'équipe ProDrive avec qui on a collaboré et avec qui je me suis fait pas mal de copains. Voilà. Pas mal déjà. Beau résumé. William Pack est avec nous et je crois, William, quand même que Simon a enthousiasmé le public français déjà en 98 avec cette lutte face à Bugalski. Absolument. Bonjour Simon, heureux de te retrouver. Bonjour William. De même. Écoute, oui, j'expliquais que la saison 98 a été une très belle surprise pour nous autres journalistes, puisque avec Citroën qui démarrait son programme avec la Xara Kit-Car, avec Philippe Bugalski et Patrick Magot, on avait peur d'une saison qui soit un petit peu monotone et dominée par l'équipe française. Et puis, tu es arrivé avec la Subaru Silty Sport.
Sport. J'ai devant moi le numéro d'échappement qui relate le rallye Alsace-Vosges, donc ta première victoire des 3 de la saison. Le titre, c'est Citroën tenu en échec. Et je dois dire que effectivement, on a vraiment apprécié le fait de pouvoir te suivre, de pouvoir suivre celui qui finalement allait titiller l'équipe officielle Citroën, qu'on attendait dominatrice de bout en bout, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a eu vraiment une saison à suspense qu'on a adoré suivre et voilà, c'est vraiment un très très bon souvenir pour nous. Est-ce que pour toi c'était le cas aussi? Bon souvenir 98? Oui, non, mais c'était 98, c'est une année extraordinaire et époustouflante où j'ai demandé à tout un chacun dans l'équipe de faire beaucoup et c'est vrai que c'était un peu David contre Goliath. D'ailleurs, il y avait Cédric Voisard, il me semble, avait dans le Figaro quelque chose comme ça écrit, ou je sais plus si c'était ce journal, mais il me semble que c'était ça. Oui, c'était le Figaro. Il avait mis David contre Goliath et c'est vrai que plus de 25 ans plus tard, c'est une histoire qui a marqué mon histoire et dont beaucoup se souviennent, et même des jeunes qui n'étaient pas nés, c'est assez surprenant. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce que serait devenu Citroën et tout ce qui a été fait par la suite s'il n'avait pas gagné ce titre en 98, parce qu'il le perd, enfin il le gagne pour 4 dixièmes, sans rentrer dans les détails, mais on ne sait pas ce que serait devenue l'équipe Citroën s'ils avaient perdu, parce que je pense que la direction de Citroën à l'époque aurait pas vu ça peut-être d'un très bon œil. Mais peu importe, toujours est-il que ça a été une magnifique bagarre avec Philippe Bugalski, Patrick Magot, et puis enfin, lorsqu'on regarde les images, ça m'arrive de temps en temps de les revoir sur des réseaux. Je n'en reviens pas du nombre de spectateurs et des milliers de spectateurs qu'il y avait à l'époque. En tout cas, ils étaient nombreux. Voilà. Ça, c'est clair. Et puis, l'histoire de David contre Goliath, c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé en 2003 avec Peter Solberg, qui va encore battre justement Citroën en championnat du monde des rallyes face à Sébastien Loeb. Donc finalement, Subaru, ça a été un petit peu le caillou dans la chaussure, j'allais dire même plus, à cette époque-là aussi. Simon, toi? Oui, enfin, c'était pas tout à fait comparable, parce que moi, c'était vraiment un commando que j'avais monté autour d'une équipe Silty Sport, où Paul Bernard m'avait donné la liberté de m'organiser comme je le souhaitais, et on avait un petit commando. ProDrive est quand même une équipe un peu plus solide, même si ce n'était pas Citroën, mais les moyens n'étaient pas les mêmes. Et sans enlever quoi que ce soit au très beau titre de Peter, c'est sûr qu'à l'époque, Citroën jouait le titre constructeur. Et si ma mémoire est bonne, et William pourra le confirmer, ils avaient fortement demandé à Sébastien Loeb de lever le pied au profit du titre mondial. Ce qui a été très bon joueur de la part de Loeb, parce que il aurait pu lui-même décrocher son premier titre en 2003, selon moi. C'est vrai, bah oui, on s'en souvient. Il y avait Carlos Sainz qui avait eu un problème mécanique juste avant le rallye, et donc Sébastien devait terminer, quoi. Alors oui, je confirme ce que dit Simon. C'est Monsieur Satinet, patron de Citroën à l'époque, qui a demandé à Guy Fréquelin de calmer son pilote. Donc Guy Fréquelin, qui était le patron de Citroën Sport, et de demander à Sébastien Loeb, qui finalement était le jeune pilote de l'équipe face à des pilotes très chevronnés en 2003, donc avec Colin McRae et Carlos Sainz, et donc finalement, parce que le but était de privilégier le titre constructeur, Citroën pensant que le titre constructeur était plus important que le titre pilote et qu'il fallait pas risquer de perdre le titre constructeur. Bon, je pense, et on a tous pensé déjà à l'époque, que Sébastien était tout à fait en mesure de se battre jusqu'au bout et de battre Peter Solberg, mais tant mieux pour Peter Solberg, puisque de toute façon, après, c'était plié pour lui, puisque Sébastien Loeb a enchaîné les titres de champion du monde sans discontinuer. Donc voilà. Donc mais l'histoire, effectivement, c'est que Citroën a préféré jouer la prudence. Peter Solberg, qui à cette époque-là, Pierre, devenait un nouveau champion du monde avec Subaru, parce que là, ça fait 30 ans que le regretté Colin McRae a décroché le titre. Il y a eu aussi le titre du regretté également Richard Burns.
ça faisait quand même un petit paquet de titres pour Subaru. Oui, et d'ailleurs, à mon tour de saluer Simon, et je suis ravi de le rencontrer. C'est vrai que moi, j'ai pas cette historique, j'ai pas cette chance-là, mais je l'ai vécu étant quand même jeune, et étant passionné par l'automobile. C'est vrai que c'est des années qui ont fait rêver. Et d'ailleurs, encore félicitations pour la récente victoire que vous avez eue. Et puis, je serais absolument ravi. Et, quelque part, il faut savoir prendre date dans la vie, de vous recevoir et de vous inviter, parce que les années Subaru sont pas derrière nous, elles sont aussi devant nous. Et c'est vrai que aujourd'hui, on revient avec une actualité assez riche en France. Et je parlais tout à l'heure de rétromobile, ça rassemble les foules, ça permet aussi de revivre des moments comme ça. Et effectivement, pourquoi pas, on en parlera tout à l'heure, nous on a quand même surfé, même avec l'électrification sur ces années-là, et on lance ce que nous on appelle la STE, donc on a parlé de STI, exactement. Et voilà, et on arrive avec les fameuses jantes en or, voilà, et ce 4 motrices, cette motricité, ce châssis, ce plaisir de conduire, je pense, c'est présent dans les équipes de Subaru, parce que vous faites référence à ces années-là, à des engagements dans le sport auto. Et c'est vrai que ça existe toujours, mais les puissances, les catégories ont bien changé, le poids des voitures aussi, et c'est vrai qu'il y a une partie aussi de l'histoire à réinventer, et ça pourrait être assez passionnant de prendre date et de réfléchir ensemble comment on peut effectivement refaire vivre ces années-là. Ça serait avec plaisir. L'invitation est lancée, Simon, par l'intermédiaire de Motorhome. Je vous remercie, je suis touché par votre invitation, c'est très sympa. Je dois vous avouer que lorsque j'ai commencé à rouler en 96 avec la Subaru, et notamment aux Antilles, ça a été le lancement, je ne sais pas si ça se dit, satellitaire de la marque, parce qu'elle était très peu connue. Et c'est vrai et Subaru en créole, ça veut dire un peu sauvage. Et donc, si vous voulez, ça a été, on a fait effectivement exploser cette marque en Martinique, Guadeloupe, et par nos résultats. Et puis, cette belle épopée 97-98, puis en 2000, en championnat de France, je vous dis, moi aujourd'hui, je suis effectivement estampillé Subaru, parce que ça fait des années que, ça a marqué le temps et marqué les années. Donc, et d'ailleurs, je tiens à rencontrer à l'occasion. Avec grand plaisir, et je tiens d'ailleurs à saluer nos partenaires, Groupe LAN notamment sur la Martinique, Guadeloupe, et puis aussi, il opère aussi en Guyane. Et c'est vrai que ça pourrait être aussi un beau clin d'œil de se retrouver sur place, parce que ce sont des passionnés. C'est des gens qui suivent la marque aussi depuis des années. Et donc, ce sont des passionnés, et je pense que je sais Caroline dans l'équipe aussi au niveau de la presse, dans les années Subaru, a eu la chance d'aller sur ces magnifiques îles où il y a, si je dis pas de bêtises, et on l'a vu dans la presse, encore des rallyes, je veux dire des épreuves qui rassemblent avec soit des voitures historiques, soit des voitures récentes. Donc oui, c'est un beau terrain de jeu, et ça peut être l'occasion aussi de relancer la marque. Voilà. Il y a de l'engouement, ça c'est clair. Simon, tu sais que tu fais partie des 4 Français qui ont roulé avec Subaru en championnat du monde. Il y a eu François Chatriot, il y a eu Didier Auriol, un rallye, et oui, et il y a eu Stéphane Sarrazin, bien sûr aussi. Pourquoi as-tu choisi Subaru en 96? Tu nous l'as dit, tu as gagné le Tour de la Martinique également, si je dis pas de bêtises, et puis ensuite tu as pu progresser avec cette marque. C'est quoi qui t'a fait choisir l'Impreza? Ce qui m'a fait choisir et ce qui m'a donné envie de rouler dans l'Impreza, c'était son côté un peu unique par le bruit de son moteur boxeur à plat, et par ce qu'elle représentait dans son style de pilotage. Et je m'y suis reconnu. J'ai trouvé que c'était... j'ai eu le coup de cœur, et j'ai tout fait pour justement convaincre André Lannes à l'époque, qui est toujours le concessionnaire Subaru, de m'aider un petit peu à l'échelle où il pouvait le faire pour que je puisse faire l'acquisition de cette première voiture en 96 et poursuivre ensuite jusqu'en 2000 avec un petit intermède en 99. Mais enfin, et donc voilà. Et puis mes bonnes relations avec Subaru ont fait que j'ai pu, grâce à Juha Kankkunen qui n'était pas un fervent défenseur du Tour de Corse, et enfin c'est pas qu'il n'était pas un fervent défenseur, mais c'est qu'il était moins asphalte, se sentait pas particulièrement à l'aise de rouler sur l'asphalte,
Et compte tenu du travail que je faisais pour Subaru depuis quelques temps sur le développement de ces voitures en championnat du monde sur l'asphalte, j'ai eu l'opportunité en tant que pilote d'essai de faire donc 2 rallyes où j'ai d'ailleurs fait des temps scratch. C'est de là où j'ai fait mes 2 temps scratch en championnat du monde, avec malheureusement pas les résultats escomptés, mais en tout cas de très belles perfs et surtout de très beaux souvenirs et d'excellents moments passés avec l'équipe ProDrive et toutes les personnes de Subaru au Japon. J'ai eu la chance de connaître à l'époque Monsieur Yamada-san, qui est décédé il y a quelques temps, et puis quelques autres personnes de chez Subaru avec qui j'ai gardé au Japon de très très bonnes relations. J'ai eu le plaisir d'ailleurs d'en rencontrer un lorsque je suis parti au Japon quand je travaillais pour Sébastien Ogier. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une grande et belle histoire et ça me fait sourire de voir que tant d'années après, on en parle. Et vous voyez, j'ai gagné ce week-end le rallye des légendes au volant de la Subaru. Et que cette voiture qui a 30 ans, même si elle a connu quelques évolutions et qu'elle est en parfait état, elle reste malgré tout performante puisque on était devant des Rallye 2, on était devant un certain nombre d'autres véhicules qui étaient présents. Et donc c'est vraiment marrant de voir cette voiture qui commence à quand même avoir un petit âge, continuer à performer et surtout faire rêver les gens par son bruit, par son côté spectaculaire et par le fait qu'elle a été conduite et bien conduite par un certain Colin McRae, qui était d'ailleurs mon équipier. Et je vois que la passion fait encore rêver les gens et les fans et tout ça, c'est merveilleux. En tout cas, je trouve que par les temps qui courent, lorsqu'on peut encore vivre des moments comme ça et les faire vivre aux gens, c'est que du bonheur. Ah, c'est clair. On est dans le motorhome, justement, on est dans la passion, tu vois, Simon. Donc, c'est super que tu nous dises ça. T'as été accessoirement équipier des 3 champions Subaru. Hein. T'as été équipier de Richard Burns, de Peter Solberg et donc de Colin McRae. Raconte-nous quand même, parce qu'on en parlait avec William il y a un petit instant, et on va y revenir avec toi, William. 2022, comment te vient l'idée de reprendre la Subaru de 98 avec Patrick Pivato à tes côtés et raconte-nous un petit peu comment ça a été accueilli, justement, ce revival quoi, au Rallye du Mont Blanc. Comme tu le sais, comme on le sait, c'est moi aujourd'hui, je ne cours que pour mon plaisir, donc j'avais envie de recréer un peu l'histoire et de refaire quelque chose d'un peu sympa. J'avais la chance d'avoir cette voiture que j'ai reconstruite et que je fais refaire entièrement. C'est un long chantier. Compte tenu de l'affection particulière que j'avais pour cette voiture, je voulais recréer un peu une partie de l'équipe de 98. Quelques-uns ont pu être là, d'autres non, mais en tout cas, on a tous bien pensé à eux. Et avec David Campion notamment, qui était mon interlocuteur chez ProDrive à l'époque, Graham Moore, qui a été mon ingénieur tant dans l'équipe privée en 98 que dans l'équipe officielle dans les années 2000, et qui travaille toujours avec moi. Enfin, on a reconstitué toute l'équipe de 98, une partie en tout cas, et on s'est dit, on va faire un revival de cette belle époque au Mont Blanc qu'on avait gagné en 98. Et donc, voilà, mais sans aucune prétention. Malheureusement, ça s'est plus ou moins bien passé, puisque la semaine d'avant, on a cassé le moteur, et donc j'ai un copain qui m'a prêté le moteur d'une de ses voitures, et on a quand même pu faire le rallye, mais voilà, dans des conditions un peu difficiles. Toujours est-il que j'ai été très agréablement surpris de voir les retours très positifs qu'on a eu sur les réseaux sociaux, et c'est de là où je dis que 25 ans ou plus de 25 ans plus tard, je suis bluffé de voir à quel point les gens se rappellent de l'histoire, et même ceux qui n'étaient pas nés ou qui étaient tout petits à cette période se sont renseignés et voient, ont encore les belles images un peu folles de cette belle période. Donc voilà, c'est génial. Ah, c'est top, franchement, j'aime beaucoup quand tu nous le racontes aussi. William, on peut parler de phénomène Subaru et de phénomène Impreza d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, on l'a constaté aussi bien en rallye que sur la route. Nous, à Échappement, on faisait des essais, l'Impreza est arrivée à chambouler complètement le marché des sportives accessibles avec sa transmission intégrale, son moteur boxer. Simon parlait du bruit. Effectivement, on adorait conduire cette voiture. Et il y a eu vraiment tout un phénomène, un engouement autour de cette voiture qu'on sentait aussi bien sur la route que sur les spéciales. Et effectivement, je pense même
à titre personnel, mais je pense beaucoup de gens doivent partager cette impression-là, c'est que pour moi, l'Impreza, c'est la voiture des années 90. C'est-à-dire une voiture qui est arrivée, que personne n'attendait, l'Impreza donc, et qui a marqué son époque. Et d'autant plus marqué son époque avec cette décoration officielle bleu-jaune avec 555, qui... pour moi, est l'équivalent de ce qui a pu être avant, ce qu'on peut être avant les couleurs des Lancia Martini, par exemple. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont ancrées dans la tête des gens. Et je pense qu'effectivement, cette voiture est devenue mythique. Elle est devenue mythique parce que Macré avait un style tellement spectaculaire, la saison 95, son titre de champion du monde. Tout ça a créé vraiment un engouement. Donc, cette voiture, oui, a vraiment marqué son époque. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, puisque cette passion, elle se transmet de génération en génération. Donc, les jeunes qui n'étaient pas nés, dont parle Simon, ou ceux qui étaient tout petits, en fait, ils ont eu cette transmission par le papa, le grand frère, le tonton, qui était à l'époque sur les routes des rallyes et qui a pu expliquer, mais oui, nous, on a vu Simon Jean-Joseph à l'Alsace-Vosges, au rallye du Mont-Blanc, Colin Macré en Corse, au Monte-Carlo, etc. Donc, je pense qu'il y a une vraie... Et ça, c'est très sensible dans le milieu du rallye, de la course automobile en général, c'est la transmission familiale. Donc ça il y a vraiment cette transmission et ça ne m'étonne absolument pas qu'aujourd'hui, dans une époque où, effectivement, on cherche un peu des repères, pour moi, cette voiture est un vrai repère avec une vraie identité, un vrai palmarès, quelque chose qui fait qu'elle est unique. Elle est juste derrière moi. Attends, il faut que je fasse comme ça. Voilà, hop, elle est juste là. C'est celle de Richard Burns. Voilà, j'essaye de me contorsionner pour la montrer. Ça, c'est celle de 2000, ça. C'est celle de 2000, tout à fait. Et puis, si je peux me permettre un dernier point, à l'époque, c'était un rapport qualité-prix qui était imbattable. Absolument. La voiture de série coûtait à peu près 100 000 francs, pardon. 100 000 francs, donc c'était vraiment une voiture qui faisait 230 chevaux ou 220 chevaux, je ne me rappelle plus, et qui avait des performances pas loin de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et donc c'est un rapport qualité-prix extraordinaire, d'où la raison pour laquelle ça a aussi très bien fonctionné. Je crois que le package global était exceptionnel. Alors, pour conclure, parce que je sais que ton emploi du temps est chargé, Simon, est-ce qu'on prend toujours du plaisir ? Est-ce que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, le pilotage de cette Impreza ? Est-ce que ça te rappelle de bons souvenirs à chaque fois ? Évidemment. Alors là, ça faisait... la dernière fois que j'avais roulé dans l'Impreza, c'était au Costa Brava 2024. Oui. Et donc, ça fait déjà un petit moment. C'était en mars 2024. Donc là, je me retrouve au départ du Rallye Légende en Italie un long moment après avoir conduit quelques autres voitures différentes. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Mais j'ai vite retrouvé mes marques, vite retrouvé le plaisir. Et sincèrement, avec Patrick, on a passé un moment exceptionnel. D'abord dans la voiture, parce que la voiture est très agréable à conduire et marrante, efficace, comme je disais, même 30 ans après. Et ensuite, de partager ce moment avec l'ensemble des fans venus de toute l'Europe, c'est vraiment génial. Et donc, on s'est retrouvé avec de très bons copains, des bons pilotes. Il y avait toutes les générations, de Kalle Rovanperä à Mickey Biasion, en passant par Marco Allen, Armin Schwartz, François Delcourt, et plein d'autres très bons pilotes. Et donc, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et je suis ravi d'avoir terminé sur la plus haute marche du podium avec Patrick et notre petite équipe qui a fait du très bon boulot. Voilà. C'est génial. Je vais te libérer un petit mot, peut-être Pierre, pour saluer encore une fois les performances de Simon Jean-Joseph. Non, encore déjà pour moi aussi c'est une première parce qu'on ne s'est pas rencontrés avant, donc on ne pourra pas dire qu'on a répété le message, mais non, moi je suis impressionné et je suis toujours impressionné parce que déjà c'est une fierté personnellement d'être président de Subaru France aujourd'hui et de porter cet héritage et c'est en même temps une fierté et en même temps un poids parce qu'il faut rendre hommage quand même à ces années-là et Simon Jean-Joseph il a marqué cette histoire-là et en plus on va pas bouder notre plaisir accessoirement on parle de la France et on va faire un peu de chauvinisme donc c'est encore mieux et surtout quand on sait quelles sont les années dures qu'a traversé Subaru, je parle pour le marché français. C'est vrai que on n'a pas pu goûter au plaisir de certains moteurs que les Allemands ou les Suisses toujours ont sur leur marché respectif. Donc c'est vrai que pour nous, on relance cette marque. C'est pour ça que je me ferais une joie, soit d'aller à la rencontre de Simon, parce que il l'a cité tout à l'heure, et d'ailleurs ils sont venus au Salon de Lyon, ils ont fait le déplacement. Faut le suivre, Simon, parce qu'il mais ils sont le gros
Groupeland, la famille, est venue au Salon de Lyon. J'ai eu la chance d'échanger avec eux et de passer un bon moment aussi ensemble. Donc, moi, voilà, mon message, c'est rendez-vous chez vous ou chez nous, à choisir, en tout cas. Les portes sont ouvertes et on a beaucoup de choses encore à écrire ensemble et beaucoup de plaisir à prendre parce que je terminerai là-dessus. J'ai eu la chance de conduire au Japon la nouvelle gamme qui arrive. On parle de 3 nouveautés. Il y en aura 8 à horizon 2028. Les ingénieurs Subaru sont bien déterminés à bien évidemment injecter le maximum de plaisir dans ces nouveautés-là. Donc, il faudra quand même un pilote pour faire la démonstration que ce qu'on dit est vrai. Et on sait tous que l'électrique amène un couple absolument fantastique. Donc, si on commence à parler de valeur, on parle de plus de 400 chevaux. Je tiens à rappeler que le e-Outback, je vais finir là-dessus, ça te donnait peut-être l'eau à la bouche à Simon, mais le e-Outback est plus grand quand même qu'une Impreza. Mais ça sera la Subaru la plus puissante jamais proposée par Subaru. Wow. Pourquoi ? Parce que bien sûr l'électrique, mais il faut quand même souligner, voilà, qu'on a parlé tout à l'heure de rapport poids-puissance et de pack global. Et c'est clair que le e-Outback, qui est une fierté, hein, parce que c'est 100% Subaru, fait au Japon, dans les usines Subaru, sera la Subaru la plus puissante jamais construite et proposée au grand public. Donc voilà. Donc, ça va nous donner envie aussi. Donc prochain rendez-vous, Simon, sur la neige, sur la glace, sur la terre, sur l'asphalte, avec cette belle auto, 4 roues motrices bien sûr, pour justement pousser les 400 chevaux. Voilà. Bah génial. Et faire un test ensemble. Bon, bah voilà, Simon, tout est dit. Merci en tout cas pour ta présence entre la Martinique, la métropole. Merci on trouvera un tous. Moment. À très bientôt. Merci à tous, c'est gentil. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Mais encore un grand merci. À bientôt. Allez, merci beaucoup. Merci Simon, à bientôt. Simon Jean-Joseph, incroyable à chaque fois. Hein. Il est super et c'est un grand champion, double champion d'Europe, on le disait. Oui. Moi, je voulais revenir sur cette histoire justement et sur ce qu'il a montré aussi parce que des Français avec Subaru, ils ont justement été importants. Je les ai cités. Simon fait partie de cette histoire, quoi. Ah bah oui, complètement. Je rappelais la saison 98 et l'intérêt qu'il a apporté justement en se battant pour le titre face au Citroën officiel. Après, il y a eu d'autres pilotes aussi investis en France, comme Benoît Rousselot, par exemple. Stéphane Sarrazin t'en a parlé, qui a d'abord commencé donc par le championnat de France des rallyes. Et qui a d'ailleurs été, si je dis pas de bêtises, champion en 2004. Oui, mais il a été champion en 2004, absolument. Il avait participé à l'opération, le défi Subaru FFSA, en fait. Donc, il devait sélectionner un pilote pour la saison suivante. Donc ça, je crois que c'était fin 2003. Ouais. Et donc, il venait de la Formule 1. Hein. Voilà, plusieurs pilotes se sont présentés. Il y avait quand même Brice Tirabassi qui venait d'être sacré champion du monde en Super 1600 avec Citroën, plus d'autres encore, et Stéphane. Donc cette opération en présence des ingénieurs et responsables de ProDrive ont abouti au choix de Stéphane, donc qui a fait la saison 2004, effectivement, et qui a été champion de France avec la Subaru, avec l'Impreza WRC, donc. Et ensuite, il a passé une année en 2005 en championnat du monde, même 2006 aussi une partie de la Tout à fait, voilà. Donc, ces bons résultats en championnat de France l'ont conduit. Il était donc avec l'écurie First Motorsport, l'écurie belge de Willy Collignon, donc en championnat de France, l'ont conduit dans l'équipe officielle. Donc, où il a fait la saison 2005, donc, et 2006, effectivement, en partie, avec quelques résultats. La première année, il a fait des rallyes sur différentes surfaces, hein, la terre, je crois qu'il a même fait la Suède, et l'asphalte. Donc, il n'était pas catalogué uniquement pilote asphalte. Bon, c'est vrai que c'était une découverte quand même assez vaste pour lui, hein, qui n'était pas un spécialiste du rallye, même s'il avait quand même des racines par son père et des expériences déjà au volant en France. Mais après la saison 2006, effectivement, il s'est consacré essentiellement aux épreuves asphalte. Mais il a été effectivement officiel Subaru pendant 2 saisons. C'est vrai que c'est assez intéressant aussi de montrer, alors on parle de Subaru France, hein, évidemment, qu'il y a cette complicité entre les Français et Subaru. Il y a eu également des pilotes britanniques, bien sûr, et pas beaucoup de pilotes japonais, finalement, dans cette marque. Est-ce que c'est intéressant, a posteriori, de se dire que Subaru a aidé des jeunes talents, justement, à émerger, dont des Français ? C'est extrêmement intéressant. Alors après, William l'a rappelé, on a marqué, je pense, le sport auto en rallye, on va dire
pas dire peu importe la marque, parce que on va pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais et on va pas bouder notre plaisir justement de reprendre ces années pour le compte de Subaru, mais c'est une très très bonne question, parce qu'en fait récemment, quand je suis arrivé, on avait le modèle Solterra en 100% électrique dans la gamme et qu'on a décliné avec la finition dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la STE. Globalement, vous retrouvez tous les codes justement de ces années-là, c'est-à-dire les jantes en or, l'indicateur à 12 heures, un volant Alcantara. Donc on a vraiment travaillé sur le côté esthétique dans le code de ces années-là. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que du coup, moi j'ai eu la chance d'avoir cette voiture, et encore une fois, on parle d'il y a quelques mois, il y a une dizaine de mois, et quand on sort avec cette voiture, il m'est arrivé d'aller faire des courses sur un parking et de me retrouver avec 3-4 personnes autour de la voiture. Il a pris en photo. Voilà, alors que c'est une Solterra, on n'est pas du tout sur une Impreza, voilà. Et les gens viennent me voir et me disent, mais au début, c'est quelle est cette marque ? Et puis 3 minutes après, ah bah oui, c'est une Subaru. Donc ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire le côté instantané du code, voilà, des jantes en or, de tout le travail qu'on a fait sur cette STE sur la Solterra, et d'ailleurs qu'on va perdurer dans la nouvelle gamme et qu'on va décliner. Ça réveille, oui, dans l'inconscient des Français, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire grâce à à WRX, à ces années, aussi à la voiture du gendarme. Faut la rappeler. On en a une belle d'ailleurs au bureau, la numéro 1, enfin, je veux dire, celle qu'on a équipée pour la gendarmerie, et qui a marqué aussi les esprits, peut-être pas dans le même sens, mais voilà. Donc oui, c'est passionnant de réveiller des codes et en fait de le faire tout à fait naturellement. Il n'y a pas on force pas le trait, on tire pas sur la ficelle d'une manière trop forte. C'est juste naturel, et en fait c'est ce qu'on a envie de faire parce que là on parle du rallye, mais il y a d'autres aspects qui ont marqué l'histoire de Subaru. Je parle en termes de visuel, ce qu'on appelle maintenant le outdoor, donc le côté un peu off-road qui est aux États-Unis peut-être beaucoup plus démocratique encore, mais c'est vrai que on a cette culture rallye qui colle à Subaru en France, et peut-être qu'on s'attachera aussi à élargir cette culture. Je ne veux pas dire qu'elle est trop restrictive, pas du tout, mais c'est une partie de l'histoire de la marque. Il y en a eu d'autres, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, notamment aussi dans l'innovation qu'a pu amener Subaru dans ces années, dans ces plus de 70 ans de culture automobile. Ouais. C'est vrai que Subaru a quand même lancé beaucoup de projets aussi, beaucoup de voitures. La 360 qui est juste là, voilà, qui a été la première finalement à être... qui est à l'entrée du bureau. Voilà. Elle est ici, dans Motorhome. Voilà. On va peut-être la garder, attention. Celle-là est bleue, la nôtre est blanche. Ah non, ça va, alors c'est bon. Si on a mais c'est vrai qu'on parle de Kekar, aujourd'hui, Kekar européenne. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, le rayon de braquage de cette voiture, je veux dire, aujourd'hui, on serait ravis dans les rues de Paris d'avoir cette auto, et de se garer avec parce qu'elle est hyper compacte, de tourner avec parce qu'elle tourne super bien. C'est vrai. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'on a l'impression un peu de pas de réinventer, de faire tourner la roue, mais globalement, c'est vrai que c'est assez passionnant de porter les valeurs de marques qui finalement ont été tellement innovantes qu'en fait on a juste envie de dire aujourd'hui, faites une mise à jour, c'est tout, et laissez-nous déguster. Ouais. Elle date de 58. Exactement. Cette voiture, donc c'est une sacrée histoire. Je reviens quand même sur le côté sportif parce que William, je profite de ton expertise. Est-ce que les couleurs justement ont aidé aussi, comme elles ont été emblématiques, à faire connaître et vraiment dans l'imaginaire des gens se rappeler que Subaru était là, et il y a pas que Colin McRae, mais il y a eu beaucoup de champions du monde qui ont roulé dans ces voitures iconiques. Oui, absolument. On parlait tout à l'heure de Peter Solberg. Donc, on parlait de cette fin de saison 2004 qui s'est jouée sur un fil au dernier rallye en Grande-Bretagne face à Sébastien Loeb. Mais il faut bien dire qu'à cette époque-là, Peter Solberg et Subaru faisaient figure de favoris, en tout cas de pilotes de pointe. Et les 2 années suivantes, donc Sébastien Loeb est titré en 2004 et 2005. Mais ces 2 années-là, Peter Solberg termine 2e du championnat du monde. Et c'est vrai que sur certains terrains, notamment les rallyes terre, avec les pneus Pirelli, puisqu'à l'époque, il y avait plusieurs marques de pneus en compétition. Citroën, c'était Michelin. Et donc, la Subaru, avec les Pirelli, était considérée comme imbattable.
Donc c'est vrai que Solberg a vraiment joué les titres suivants face à Sébastien Loeb, qui est le champion qu'on connaît, qu'on a connu et qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette voiture restait une référence. Et les couleurs, effectivement, je pense que c'est très important, c'est que ces couleurs ont perduré dans le temps. C'est-à-dire que ces couleurs Subaru identifiables avec le partenaire 555. C'était pas le cas au début, hein. La Legacy, elle était blanche, verte. Blanche, avec des parements de couleurs différentes. Mais on l'a oublié, quoi. Oui, on l'a un peu oublié, parce qu'évidemment, l'autre l'a balayé quelque part. Hein. D'ailleurs, on voit bien... Ça, c'est une Legacy. Une Legacy derrière toi, qui est aux couleurs bleu et jaune. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens identifient la marque, en tout cas en compétition, à ces couleurs, mais pas seulement. On en voyait beaucoup sur les routes d'accès au spécial des rallyes, qui étaient décorées comme les voitures officielles. Pas avec forcément la 555, mais en tout cas avec les couleurs. Donc les jantes en or, etc., comme on disait, qui ont vraiment marqué. Donc oui, ces voitures ont marqué, et ces couleurs qui sont restées tout au long de cette histoire sportive ont consolidé ce mythe, en fait. Et je me suis replongé, évidemment, pour l'émission dans les statistiques de Subaru. On voit quand même qu'il y a 9 titres de vice-champion du monde en rallye. Oui. C'est pas rien, c'est-à-dire qu'on est toujours pas loin de la vérité. Non. 3 titres de champion avec 3 champions emblématiques. Peter Solberg, Hollywood, comme on l'appelle. Oui. Richard Burns, qui était magnifique et qui vraiment était un pilote excellent. Et puis Colin McRae, qui était tout feu, tout flamme. Et 3 titres constructeurs enchaînés 95, 96, 97 quand même. Exact. Ça veut dire que cette voiture était, sur l'ensemble d'une saison, même s'il y avait d'autres pilotes champions, était quand même la plus régulière. Carlos Sainz, qui était donc équipier de Colin McRae, a terminé 2 fois deuxième du championnat sur les 2 saisons où il était présent. Oui. Donc en 94 et 95. Alors moi, je voulais revenir là-dessus, justement, William, désolé de te couper. Carlos Sainz, un double champion du monde, accepte de venir chez Subaru. Harry Vatanen, Marco Allen, Juha Kankkunen. Subaru a fait rouler que des champions, en fait. Oui, tout à fait. Carlos Sainz sortait, donc il avait ses 2 titres chez Toyota en 1990 et 1992. Après une année difficile avec une Lancia Delta vieillissante. Et donc, effectivement, je pense que l'offre de Subaru était la bienvenue pour lui. Et effectivement, c'était la bonne pioche, puisque l'Impreza a été la voiture du moment qui a vraiment émergé. Alors que la Legacy avait des qualités, signait des performances, mais ne dominait pas comme ensuite l'Impreza a dominé. Elle a quand même offert la première victoire, si je ne dis pas de bêtises, à Colin McRae. Absolument. Première victoire de la marque en Nouvelle-Zélande avec Colin McRae en 1993. Donc c'est une voiture qui compte. Ah, bien sûr que la Legacy a été le jalon indispensable dans l'histoire, puisque ça a démarré avec la Legacy en 90. Il y a eu pas mal de problèmes techniques au début, il cassait des moteurs, etc. Donc voilà, il faut essuyer les plâtres. Ensuite, à partir de 92-93, la voiture a bien marché et l'Impreza a été présentée à mi-saison 93. Donc voilà, évidemment qu'elle a été importante, puisque l'Impreza dérivait de la Legacy, mais avec des qualités supérieures en fait. Son gabarit plus compact, son architecture était la même, la motorisation aussi, mais dans ce gabarit de voiture, c'était une voiture quasiment imbattable. C'était considéré comme la voiture qui tenait le mieux la route et qui était la plus performante et la plus facile à conduire, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Alors vous le savez, dans Motorhome et sur Radio Sport, on a énormément de sujets abordés. Là, je vois que notre petite voix, je constate en tout cas, elle est sans voix. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis perdu. On parle de moteur boxeur. Alors, il faut qu'on m'explique. On parle d'une voiture ou on parle d'autre chose? Ah non, mais non, mais les garçons, vous me dites moteur boxeur, on parle de catégorie. Moi, je m'attendais à un combat de boxe. Bon, on me dit que c'est une voiture battante. Hein. Bon, c'est vrai. On se bat un peu au volant, mais c'est agréable. C'est quoi ce moteur boxeur, justement? C'est un moteur, c'est l'appellation pour les moteurs à plat. Les moteurs Porsche sont des moteurs à plat, comme les moteurs Subaru, c'est-à-dire que les 2 rejets de cylindres se font face, mais à l'horizontale. C'est au contraire d'un moteur en V, où les 2 cylindres adoptent une forme de V, ou en ligne, les 6 cylindres sont en ligne, les uns à la suite des autres. Donc voilà, c'est une disposition qui permet d'avoir un centre de gravité très bas. Il faut rappeler que le moteur était tout en aluminium, donc il était
beaucoup plus léger que bon nombre de ses concurrents. Donc, ce qui en faisait une voiture qui avait un nez suffisamment léger pour pouvoir la placer facilement et ne pas avoir trop de sous-virage. Donc, c'est ce qui fait que Colin McRae, qui de plus, lui, avait un style extrêmement spectaculaire. Et là, on peut ramener peut-être à la notion de boxeur avec des gants, puisque lui, il boxait vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas eu pilote plus spectaculaire que Colin McRae dans la décennie 90. Et je dirais que même après, pour faire une petite digression, il a souffert puisque les WRC plus modernes des années 2000, dont la Citroën Xara WRC quand il était officiel, nécessitaient une conduite beaucoup plus coolée. C'est-à-dire on ne jetait pas la voiture, ou en tout cas beaucoup moins, mais lui avait gardé son style de pilotage avec une voiture qu'il fallait conduire beaucoup plus en trajectoire, ce que savait très bien faire Sébastien Loeb. C'est ce qui a fait qu'il a d'ailleurs pris le pas très vite et que Colin McRae a souffert de ce nouveau type de voiture. Mais l'Impreza était faite pour lui en fait. C'était vraiment le couple, c'est la réunion des deux. Mais c'était le couple parfait. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans un bon jour, et s'il sortait pas de la route, il était pour ainsi dire imbattable. En 95, il a été imbattable. Il a été imbattable. Il a continué d'ailleurs après les années suivantes. Il a terminé encore très bien placé sur les années suivantes. Il faudrait que je retrouve mes petites statistiques. On va te dire. Voilà. Attends. McRae termine 4e en 94. En 96 ensuite, je crois qu'il doit terminer aussi pas trop mal placé. Oui. Parce qu'il est 3e, je crois. Donc 2e même. Deuxième. Oui. Vice-champion en 97, 3e en 98. Voilà, donc il a été vraiment un acteur récurrent aux avant-postes et pour permettre d'ailleurs les titres de 95, 96, 97 à Subaru d'être titrés dans la catégorie des constructeurs. Alors Pierre Guignot, justement, moi, ce qui me marque dans ce que William nous a évoqué, c'est qu'il y a encore une fois cette inventivité, j'allais dire, de la part de Subaru, et puis ce fameux 4x4, 4 roues motrices. Ça, c'est, et d'ailleurs, on parle de 1972, sur ce système, on va dire, asymétrique au niveau des transmissions et du ce 4 roues motrices. Sur la Léon, c'est ça. Exactement, et donc c'est très très important parce que justement, j'ai eu cette chance d'avoir un échange assez approfondi sur cette nouvelle génération de Subaru qui arrive, encore une fois, 3 nouveautés dès 2026 et à terme 8. Il y a un travail sur le châssis et sur la transmission qui, sans aucun doute, en tout cas de ce que j'ai pu voir et en images et à la conduite, parce qu'on a eu la chance de les tester, et vraiment inégalé en termes de tenue de route et de transmission au sol. Et c'est d'autant plus important quand vous ramenez de la puissance. On parlait de centre de gravité tout à l'heure, et c'est vrai que le rapport poids-puissance qu'a pu connaître Subaru dans les années, on va dire, thermiques, eh bien, ces ingénieurs-là, ils sont toujours à l'œuvre dans la définition du châssis et l'utilisation de cette transmission pour faire que le couple de l'électrique, du 100% électrique, soit le plus efficient et le plus on va dire, efficace pour le conducteur. Et c'est vrai que à l'arrivée, c'est ce que recherchent aussi des clients dans le plaisir de conduire, mais aussi la sécurité. Et c'est vrai que on parle pas trop de Subaru, on parle beaucoup de Subaru, bien sûr, en sport auto et ainsi de suite, mais c'est aussi une sorte d'objectif récurrent chez Subaru, de se dire que toute cette technologie, elle a pour but aussi de rester sur la route, si possible. Bien sûr. Voilà. Et finalement, de protéger le conducteur. Et ce zéro collision, tout le travail qui a été fait plus tard, après aussi, sur la technologie embarquée en termes de caméra, voilà, j'ai toujours la petite anecdote, moi, qui me bluffe. Les ingénieurs, j'arrive au Japon et ils nous présentent des vidéos, bien évidemment, sur les nouveautés qui arrivent, sur tout ce qui est système anti-collision et ainsi de suite. Et en fait, ils nous montrent une voiture dans la neige qui prend de la poudreuse, vraiment sur des routes gelées, lacs gelés et autres. D'ailleurs, des images qui auraient pu être des images du rallye de Finlande ou des choses comme ça. Donc des belles images. Et on voit à un moment des caméras embarquées, les caméras de la voiture. Et c'est vrai que la réaction de l'auto et la manière dont l'auto capte le mouvement
se fait par des caméras et ces caméras ne sont jamais obstruées. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au détail d'envoyer de l'eau chaude ou à haute pression pour aller enlever soit de la boue, soit de la neige sur ces capteurs, sur ces caméras pour garder intacts les éléments de sécurité. Et quand vous arrivez à ce niveau de détail sur un véhicule de série pour le grand public, eh bien, il y a finalement que des ingénieurs, aucune marque comme Subaru qui est attachée justement au détail parce qu'on ne gagne pas des rallyes sans faire des réglages et justement, ça a été dit par William, sans essuyer les plâtres et ensuite en apprenant de ses erreurs. Et ça, c'est assez japonais. On dit toujours que le succès, c'est 99% d'erreurs. Donc ça, c'est vraiment dans leur culture. Et c'est passionnant de voir que finalement, peu importe les époques, peu importe les technos, ils lâchent pas ça. Enfin, pour eux, c'est juste impossible. Et il fallait être encore présent en compétition via ce partenariat avec le Superbike, justement. Exactement. Montrer que la technologie électrique était au rendez-vous aussi. Exactement. Et puis après, on va pas se le cacher parce que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent savent qu'il y a et je parle plutôt de collaboration. Ou de partenariat avec Toyota, parce qu'on va appeler un chat un chat. Je veux dire, ils sont actionnaires alors non, il n'y a pas d'actionnariat, mais quand on parle du Solterra, quand on parle, on le voit à l'image du Uncharted, c'est une collaboration, et c'est une collaboration d'ingénieurs. Et c'est ça qui est passionnant, parce que Subaru a pris sa part là où ils sont champions du monde, la transmission, le châssis, et Toyota a pris sa part finalement sur d'autres parties de la voiture. D'accord. Bon, quand on fait une collaboration aussi belle entre le numéro 1 mondial et puis finalement le numéro 1 mondial du châssis et de la transmission, on peut l'appeler comme ça pour Subaru, allez, rêvons 2 secondes, on va se mettre champion du monde de la transmission et du châssis, on a le droit, avec l'héritage qu'on a, eh bien ça fait un résultat assez sympa. Voilà. Donc c'est vrai que à défaut de l'histoire de l'auto ou de ce qu'on peut voir dans d'autres marques, c'est vraiment, et j'insiste sur une collaboration, parce que c'est vrai qu'après, si vous allez naviguer sur Internet, on dit un Solterra, c'est un BZ4X, voilà. Mais en fait, je pense que les gens qui connaissent Subaru savent très bien que Subaru n'aurait pas pu juste faire un copier-coller de quelque chose. Il aurait bien fallu qu'ils mettent leur grain de sel dans l'histoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils feront et ils continueront à le faire dans les années à venir. Voilà. Et après, vous l'avez cité, mais il y a une dimension mondiale de la marque. Bien sûr. Parce que voilà, le marché nord-américain, aujourd'hui, on parle d'1 million de véhicules. Il y a 2 usines dans le monde, uniquement. Une aux États-Unis et une au Japon. Et voilà. Quasiment, vous faites 1 million divisé par 2. Donc, c'est quand même énorme en termes de... si on ramène au site de production, ce qu'arrive à faire aujourd'hui encore Subaru. Il y a toujours, c'est intéressant, William, dans ce que nous explique Pierre Guignot, justement, cet ADN de Subaru de toujours aller chercher la performance, même avec des voitures électriques. Dans l'esprit des gens, on découvre encore ces technologies. C'est important, alors nous qui sommes plutôt dans la compétition, évidemment, d'avoir cette sensation, d'avoir des voitures qui sont sportives. Oui, je pense surtout garder les qualités qui ont fait la marque au fil des décennies et le passage à l'électrique ne doit pas effectivement changer complètement ça. Au contraire, il faut garder ses valeurs, il faut garder cet héritage et ce qui fait que la marque a une reconnaissance auprès du public, de part, on en a parlé de ses exploits en compétition, mais aussi parce que en termes de voitures routières, c'était des voitures extrêmement sûres, 4 roues motrices. Dès que vous partiez dans une région montagneuse avec de la neige, vous étiez très content d'être au volant d'une Impreza. C'était des voitures en plus qui étaient assez compactes. On n'était pas encore je parle de l'époque des Legacy, des Breakout Back, etc. Fin 90, début 2000, des voitures qui se fondaient très bien dans la circulation, mais qui avaient des atouts que les autres voitures n'avaient pas. Donc ça, c'est sûr que c'est important de garder ces atouts-là parce que c'est ce qui définit la marque. Et quel que soit le type de motorisation, effectivement, aujourd'hui, moi, si je dois monter demain dans une Subaru électrique, je m'attends à retrouver les qualités des Subaru thermiques qu'on a connues à l'époque. Est-ce qu'on va retrouver le son du moteur ? Parce que tout à l'heure, Simon nous parlait de son choix aussi typique par le son du moteur, mais là, le moteur boxer, on le passe à l'électrique, et le son, on l'achète sur quoi ? On le télécharge sur Internet ou pas ?
Il y a une application. C'est marrant parce que j'ai envie de vous livrer un secret, c'est-à-dire que c'est une très belle intervention parce qu'on y a bien évidemment pensé et on y travaille ardemment et oui, on a envie de faire rentrer le bruit des moteurs Subaru dans des voitures électriques. Et d'ailleurs, des marques le font déjà aujourd'hui. Ouais. Pour le plaisir des conducteurs. Donc, avec Subaru Japon et Subaru Europe, on a déjà évoqué, on a trouvé la solution technique. Encore une fois, voilà, ça passe pour répondre à la question par un boîtier qui vient se connecter d'ailleurs au haut-parleur, qui est complètement lié au mute de l'auto, donc c'est-à-dire qu'on arrive à suivre le couple, la puissance, la vitesse, même d'ailleurs la direction, parce qu'en fait tout ça est électronique, bien sûr. Et donc, et on pourrait effectivement choisir son moteur de prédilection, donc son bruit Subaru, bien sûr, de prédilection, évidemment, et re-rentrer dans l'héritage à la demande, parce que si ça agace certains, ils coupent, et si ça amuse d'autres, ils le mettent toujours en on. Donc oui, on y travaille, et oui, on voudrait bien évidemment, sur les modèles qui arrivent, proposer ça, en option, accessoire, vous l'appelez comme vous voulez. Ça va te rappeler les jeux vidéo, Maître Capello? Ouais, je vais bruiter moi-même la voiture. C'est comme les enfants qui jouent avec les miniatures. Je suis sûr que tu fais pareil avec les voitures. J'en ai là. Je suis persuadé. Mais c'est vrai que c'est important, ce côté passion, ce côté transmission, justement, pas que transmission aux roues et sur la route. Les 3 modèles, ils vont vraiment avoir une importance pour Subaru France dans les mois, les années à venir là. Et absolument énorme. Enfin, énorme au sens, quand je dis énorme, en volume, on se le souhaite, on verra. Ça dépendra de nos clients et aussi des personnes qui redécouvriront bien sûr, qui découvriront Subaru. Mais oui, ça a une importance énorme. Déjà pour le réseau, et je pense à eux parce que je le disais tout à l'heure, c'est un réseau qui est fidèle. Quand vous rentrez dans un réseau comme le réseau Subaru, on en a parlé tout à l'heure, il y a des gens qui ont distribué Subaru depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Il y a des amoureux aussi, des garages de proximité qui servent l'après-vente, qui réparent aujourd'hui un parc roulant toujours présent en France, bien sûr plutôt situé sur des régions montagneuses, on va dire, oui. mais globalement qui fait vivre toute l'époque Youngtimer. On parlait de Rétromobile tout à l'heure, on peut les voir d'ailleurs, il y a des Subaru à chaque fois sur chaque édition de Rétromobile, nombreuses Subaru d'ailleurs présentes. Donc pour répondre à votre question, c'est extrêmement important parce que il y a ce réseau dont je viens de parler, qui est bien sûr impatient de pouvoir recommercialiser la marque parce qu'elle a été encore une fois, à cause des émissions de CO2, à cause de la fiscalité, à cause de l'environnement réglementaire, en France en tout cas malmenée, parce qu'on est arrivé dans les 4-5 dernières années sur des niveaux de vente qui sont proches du zéro. On parle de 50, 60, 70 unités, alors que la gamme est absolument intacte. Je dans le les répète. Autres pays du oui, bien, même en Europe, je veux dire. Aujourd'hui, en Europe, en Suisse, par exemple, on a toujours, moi, il y a un chiffre assez magique que j'ai en tête. La part de marché de Subaru en Suisse à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est plus de 10%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est des parts de marché dans l'automobile depuis 10%, c'est marque généraliste. Ça commence à faire beaucoup de voitures. Ouais. Et c'est vrai que cette notion de à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est toujours assez rassurant quand on parlait tout à l'heure de sécurité et ainsi de suite. Donc oui, quand il suffit de traverser la frontière, d'aller en Allemagne, d'aller en Suisse, d'aller même en Espagne, en Angleterre, pour voir que Subaru est présent sur la route avec toujours des moteurs à plat d'ailleurs. Il y a eu Outback, Forester. Donc c'est vrai que pour revenir sur le marché français, on fait un travail maintenant depuis de nombreux mois pour accueillir cette nouvelle gamme dès janvier 2026 avec un positionnement tarifaire extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à justement retrouver l'esprit de Subaru qui a été dit par William tout à l'heure et aussi par Simon qui l'a justement dit d'ailleurs. Il a dit tout à l'heure, à l'époque, c'était le meilleur compromis, le meilleur package. Il parlait de 100 000 francs. Donc, c'était le meilleur package, rapport, poids, puissance, équipement, prix. Et vous parliez d'héritage, c'est aussi un héritage qu'on a travaillé. C'est-à-dire que
Subaru revient pas dans un état d'esprit différent de celui-là. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que les clients qui font le choix de Subaru, et c'est comme ça aussi qu'on a envie de le communiquer au niveau du marketing, de l'internet, du réseau, d'abord feront le choix de Subaru et accessoirement, ils découvriront que la voiture est électrique. Et j'aimerais d'ailleurs peut-être qu'ils se disent « Ah non, mais vous ne me l'aviez pas dit, c'est une électrique. » et que le client dise « Bon, bah, c'est pas grave, ça reste une Subaru. » Il faut leur mettre le bruit du moteur. Voilà. Ensuite, C'est ça. Ils s'en rendront pas compte. Power C'est on, ça. ready, charge. Et C'est après, ça. on choisit C'est ça. les modèles. Et c'est comme ça qu'on travaille le retour. Donc ça va être intéressant. Et ça passera par les essais, bien sûr, parce qu'il faut essayer cette voiture, il faut la conduire pour se rendre compte finalement du travail qui a été fait sur l'auto. Et en tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est que l'ayant essayé, Uncharted, qui est à l'écran aussi, Solterra, et alors le e-Outback, encore une fois, e-Outback, qui est une 100% Subaru. On parlait de collaboration tout à l'heure. C'est vrai que les 2 premiers modèles dont je viens de parler, c'est une collaboration, 50-50, 60-40, peu importe. En revanche, le e-Outback, c'est du 100%. Subaru, je ne veux pas dire que c'est le break de chasse qui pointe le bout de son nez, mais quand même. Et d'ailleurs, je suis admirablement et agréablement surpris de voir que l'automobile, dans ce segment-là, qu'on baptisait DSUV, enfin ce segment de voitures... Des breaks surélevés, quoi. Voilà, de plus de 4, aux alentours des 4,90 m, voilà, exactement, break surélevé, finalement reviennent plus avec un centre de gravité plus bas, ce qui est le cas du Outback, avec un coffre absolument gigantesque, et finalement plutôt dans l'esprit shooting brake que moi j'ai pu connaître aussi quand j'ai démarré dans l'automobile, où à l'époque, allez, on va le citer, on est sur un plateau, on parle d'automobile, Allroad V8 4 litres 2, qui a aussi marqué son temps à l'époque, en termes de puissance, de off-road. Voilà, donc c'est ces générations de breaks qu'on voit d'ailleurs réapparaître chez les constructeurs aujourd'hui, parce que j'étais au Salon de Lyon, il y a des projets dans d'autres marques qui ont été présentés, et on revient sur ce look du break, que moi j'appelle break de chasse un peu, et c'est vrai que voilà, on revient sur la praticité, sur l'espace intérieur, sur le fait de se dire bah c'est ma voiture pour aller en vacances, mais c'est aussi ma voiture pour monter à la montagne, mais aussi pour faire du chargement, pour travailler, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est une voiture à vivre, et il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de superflu. En tout cas, on met pas de vernis, on livre juste brut ce qu'ils savent faire de mieux, et on le retrouve d'ailleurs tout de suite quand on s'assoit dans l'habitacle, le volant il vient tout de suite. Enfin, c'est assez naturel, et on sent qu'il n'y a pas trop d'artifice dans la position du volant, dans la manière dont vous êtes assis, quand on prend en main l'auto. Donc c'est rassurant, et en même temps pour nous hyper challenging, parce que par définition il y a tout à réécrire, à reconstruire, et dire aux gens venez essayer, et on sait que de dire que venez essayer sans vous, sans le travail que vous faites, sans l'écho qu'on peut donner sur la marque, c'est très compliqué, voilà, d'émerger et de reprendre la parole, parce que là on a parlé d'années où c'était Bien médiatisé, il y avait, grâce à vous journalistes, grâce à des magnifiques magazines, on pourrait parler aussi pendant 2 heures de la presse automobile, hein. Bien sûr. Je veux dire, c'est On assez... pourra le faire dans Motorhome. Voilà, on pourra le faire, mais honnêtement, le papier se meurt, on part sur le digital. Je veux pas parler comme un nostalgique, mais c'est vrai que ces années-là, vous parliez tout à l'heure, ces années rallye, elles ont aidé. Elles aident parce que forcément, vous allumiez la presse, vous preniez un journal, tout d'un coup, boum, il y avait un titre, voilà, donc l'équipe ou autre, il y avait des pages là-dessus. Donc, et les gens allaient au bord des routes. Simon le disait tout à l'heure, le monde qui est autour de ces compétitions. Et je pense que c'est vrai que l'automobile se meurt un peu, parfois, de ça, qui générait finalement, à l'arrivée, du monde, de l'intérêt, et puis après, à l'arrivée, un vrai choix, comme on peut le faire d'ailleurs pour d'autres biens, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent des heures à choisir la marque d'une montre ou quelle montre ils vont acheter. Mais heureusement, on est rassuré quand on voit le monde et au Salon de Lyon, et à Rétromobile, et au Salon de Paris. Enfin, je veux dire, on voit bien que l'automobile fait toujours rêver, et qu'il y a du monde qui vient rêver dans les voitures. Voilà. Ça, c'est clair qu'on a rêvé. Subaru nous a fait rêver, je crois qu'on peut le dire. Oui, je pense. On le dit depuis le début de l'émission.
donc Et même quand il n'était plus en WRC, parce que j'ai pour preuve l'échappement juste derrière moi. Bien sûr, puisque quoi, 2010, sur la 2 ans route, après, oui, c'est ça. Sur la route, les voitures, notamment là, c'était une couverture quand l'Impreza, après la carrosserie 2 volumes qui n'avait pas vraiment plu, revenait. C'est pour ça que le titre c'était à la du coffre, à une version tricorps, qui était dans justement l'ADN de l'Impreza. Et donc, effectivement, il n'y avait plus d'engagement officiel en course, mais il y avait sur la route toujours un engouement pour cette Impreza qui retrouvait de plus sa forme d'origine, actualisée évidemment à l'époque, mais c'était une Impreza 3 volumes tels qu'on les aimait. Sans la compétition rallye, parce qu'on en a parlé pendant toute cette émission, je pense que Subaru n'en serait pas là aujourd'hui, si. Je pense que ça serait resté, avec ses qualités, probablement une marque de niche auprès des publics dont on parlait, en montagne, etc., sur des terrains un peu complexes. Hein. Mais je pense que sans la compétition, effectivement, c'est évident, elle n'aurait pas eu cette exposition, elle n'aurait donc pas eu cette renommée, et elle n'aurait pas eu cette aura qu'elle a eue et qu'elle conserve aujourd'hui. On parlait des fans, y compris des plus jeunes, des enfants de fans, et même voire des petits-enfants, qui rêvent des Subaru, parce que on en parle de la même façon que je parlais des Lancia Delta aux couleurs Martini, ça reste des voitures qui évoquent quelque chose à plusieurs générations. Les Audi Quattro, pareil. Les groupes B font rêver des jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, c'est terminé en 1986, le groupe B. Donc, ça veut dire qu'il y a des voitures qui marquent une époque et qui traversent les époques et dont l'héritage est transmis par la parole, par les magazines, parce que tout ça existe toujours. On peut les feuilleter et les gens qui ont des collections de magazines, c'est le papa, mais les fistons regardent aussi. Donc voilà, ça traverse les âges par ce biais-là. Ça, c'est le rédacteur en chef d'Échappement Classique, qui parle. Quand même. Voilà, William. Voilà. Je vais conclure cette émission, Pierre, en demandant justement quand est-ce qu'on peut les retrouver, ces 3 modèles qu'on a évoqués, Subaru électrique. Est-ce que en France, ils vont arriver là, à la fin 2025 ou plutôt 2026 ? Alors non, dès janvier 2026, dans le réseau, et donc pour ceux qui nous suivent durant cette émission, restez en contact avec Subaru.fr, parce que bien sûr, sur le site internet, on mettra, et notamment... des formulaires s'ils sont intéressés pour faire des essais. Mais en tout cas, janvier, exactement. Mais janvier 2026 pour le Sotera, suivi du Uncharted, dès le février-mars, on va dire, et IA Outback arrivera juste derrière. Donc, c'est 3 nouveautés finalement dans les 6 premiers mois de l'année 2026 pour Subaru en France. C'est parfait. Merci beaucoup, Pierre Guignot. Merci pour votre invitation. C'était passionnant. J'ai appris énormément de choses. Donc comme ça, William est le bienvenu, en tout cas, aussi chez Subaru France. Et j'espère, à minima, qu'on pourra lui faire essayer les 3 modèles très rapidement. Bon, on garde le créneau. Maître Capello aussi, on veut les essayer. On va essayer du sidecar, on va essayer des voitures sur simulateur. On va tout essayer, nous. Oui, si on me laisse faire le bruit dans la voiture. Ça, on vous garde, on vous fera choisir votre moteur. Allez. Voilà. Allez, parfait, le moteur boxer. Merci beaucoup, William Pack également. Merci, c'était un plaisir d'évoquer tous ces bons souvenirs. Et on aura d'autres occasions dans votre motorhome, vous le savez, c'est vraiment l'endroit où on se retrouve, où on a la passion et où on va aller à la rencontre des acteurs et aller surtout dans les coulisses des sports mécaniques, sur 2 ou 4 roues. Là, en l'occurrence, c'était les 4 roues, c'était une marque iconique, Subaru, et on s'est régalé. Donc on vous donne rendez-vous très vite sur Radio Sport pour d'autres belles émissions. Maître Capello, t'es prêt ? On va pouvoir partir essayer plein de choses. C'est parti. Moi, j'ai mon casque. C'est parti, il y a le casque, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, merci à tous les deux et merci à Simon Jean-Joseph évidemment pour sa présence et on se retrouve très vite sur Motorhome et sur Radio Sport. Salut. Merci.